Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Tout au long de cette année, les mercredis soirs, j'aurai le plaisir d'aborder avec mes invités des sujets du quotidien, ceux qui nous touchent et nous questionnent, sérieux ou plus légers. Et tout cela en 26 minutes. Et pour cette première, nous allons parler des femmes, d'entrepreneuriat et d'autonomie financière. C'est parti. L'entrepreneuriat séduit de plus en plus de femmes au pays, un fait encourageant pour notamment favoriser l'autonomie financière et l'émancipation des femmes. Mais il reste encore des freins à lever. Barbara Vlaminck, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise, répondra à nos questions tout au long de cette émission. Stéphanie Champenois, maman de 9 enfants et gérante de sa laverie à Boulou-Paris, est aussi sur ce plateau et témoignera de son parcours. Témoignage également de Charlotte Thayaoui. Elle a créé son entreprise d'aide à domicile il y a 6 ans. Une affaire qui dure grâce à sa détermination et sa force de caractère. Reportage dans cette émission. Vous retrouverez également Natacha Ogi qui nous fera découvrir une recette traditionnelle à base de bananes. Et pour finir, Anne Lataste nous emmènera dans le Grand Sud pour nous parler de l'état de santé des récifs. Ce sera la chronique environnement. Bonsoir à toutes les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Barbara, peut-être pour commencer, on l'entend assez souvent ces termes entrepreneur et chef d'entreprise. Est-ce que rapidement on peut nous rappeler peut-être la différence entre ces deux termes ? Bonsoir Falaï, merci de l'invitation. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux ? Oui. Entrepreneur, ça va être la personne qui va vraiment entreprendre, démarrer son projet, construire son projet et lancer en fait une société. Ensuite, il va y avoir le chef d'entreprise qui va gérer cette entreprise. Il est aussi entrepreneur, puisqu'au quotidien, il doit prendre des décisions. Donc, c'est de l'entrepreneuriat quand même au quotidien. Mais l'entrepreneuriat le plus challenging va être la création, en fait. Hein. En 2020, 30% des nouvelles entreprises ont été créées par des femmes. On est passé à 35% en 2021, alors ce qui confirme l'augmentation de femmes qui tentent l'expérience entrepreneuriale. Alors, comment vous l'expliquez ? Alors, je pense que déjà, que ce soit des hommes ou des femmes, il y a un gros, pas lobbying, mais une grosse publicité qui est faite, un encouragement qui est amené par les pouvoirs publics, puis par les associations de chefs d'entreprise auprès des populations pour dire vous pouvez vous créer votre activité. Il y a beaucoup de communication qui est faite et il y a aussi toute une structure autour de différentes aides, d'accompagnement qui assistent les gens qui veulent se lancer justement dans la création d'entreprises. Donc forcément, ça pousse à aller de l'avant. Et en ce qui concerne les femmes, c'est parce que les femmes, c'est la moitié de la population. Donc forcément, si le nombre d'entreprises augmente, le nombre de femmes chefs d'entreprise va également augmenter. Mais c'est aussi par une évolution des mentalités au niveau des femmes, je pense, et de la société en général. Parce que par rapport à l'échelle nationale, on est à 27%, je pense, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je crois qu'à l'échelle nationale, on est plus dans les 25%. 25 et nous à 30%. Et là, on est plus dans les 35-37 au niveau des femmes chefs d'entreprise en Calédonie. Donc, il semblerait qu'on soit, nous, les dames, en Calédonie, encore plus dynamiques dans la création d'entreprises qu'en métropole. Alors, Stéphanie, vous êtes gérante d'une laverie à Boulou-Paris depuis 10 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ? Bonsoir, Falaï. Oui, je suis entrepreneuse à Boulou-Paris. Ce qui m'a poussée à me lancer, c'est qu'il fallait que j'ai, avec mes nombreux enfants... 9, vous en avez. Oui, c'est ça. Il fallait que je continue à travailler, bien sûr, mais que je concilie la vie familiale et le travail. Professionnel. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir... Avant ça, vous travailliez, j'étais salariée. Oui, c'est ça. Oui. J'étais salariée, je travaillais dans l'hôtellerie. J'étais agent polyvalent en hôtellerie. Du coup, ça me prenait tout mon temps, toutes mes journées, les jours de fête aussi. C'était pas facile, quoi. C'était pas... Vous ne pouvez pas avoir une vie de famille normale, on va dire, entre guillemets. Oui. Et ça a fonctionné ? Vous avez réussi à vous occuper des 9 enfants, à concilier votre vie familiale et votre vie professionnelle ? Oui, oui. J'ai fait cette expérience-là et oui, je peux. C'est absolument possible. Il faut essayer, il
Il faut le vouloir quand on veut créer quelque chose et en même temps gérer ses enfants. Il faut vraiment avoir de la motivation. Il faut être. Mais oui, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire les deux. Alors, avant d'aller plus loin sur le sujet, je vous propose de regarder cet autre témoignage. Il s'agit de Charlotte Thayaway, 36 ans. Elle est à la tête de son entreprise d'aide à domicile depuis 6 ans déjà, avec 14 salariés. Aujourd'hui, Charlotte raconte les obstacles et difficultés traversées, mais surtout la persévérance nécessaire pour ne rien lâcher. C'est un reportage de Maëlys Vézir. Ah, mais ça, c'est l'intervention qui doit avoir dimanche. Ouais, il veut avancer à 9h. Je suis Charlotte Thayaway, j'ai 36 ans. Je suis gérante d'une société de services à la personne. Le plus gros obstacle, c'était vraiment au début, quand il fallait justement mettre au clair les idées. Il y avait des interrogations sur est-ce que c'est faisable ou pas. Nous, on avait le besoin, on avait repéré les besoins, mais c'est après comment le faire concrètement. C'est un investissement à 100%. Mais comme voilà, on n'avait rien à perdre et puis on y croyait, c'est ça qui nous a aussi motivés. C'est là où on est ce matin. L'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre des choses, en fait, ça bouscule notre personnalité aussi. Quand on est confronté à d'autres personnes, je suis gérante d'une entreprise, donc il faut aller trouver des solutions aux problèmes et tout ça. Ça fait 6 ans et maintenant je me permets des jours de repos qu'avant je ne pouvais pas, c'était 7 jours sur 7. Donc c'est ça aussi l'inconvénient, je pense, de l'entrepreneuriat, c'est que on a l'impression que quand on se lance dans quelque chose, on a tout notre temps, on va disposer de notre temps et d'avoir plus de temps libre, mais en fait, pas forcément. En tout cas, au début. Ah, mais c'est bien, on reçoit des CV. Mon handicap m'a vraiment mis face à ça. C'est d'être révoltée face à l'injustice et du coup, je voulais mettre en place des services où on permet aux gens de vivre pleinement leur vie, de sortir comme ils veulent. Moi, j'ai envie qu'on me voie comme une personne à part entière et que oui, je suis en situation de handicap, mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi une femme, je suis aussi une amie, une copine, je suis une tantine, je suis tout ça. Quand j'entends parler d'embaucher des personnes en situation de handicap, oui, c'est très bien, mais quand on a cette vision économique où il faut être productif, il faut être rapide, il faut être esthétiquement présentable. Ce n'est pas en phase avec le monde où on vit, quoi. Et tout ça, c'est de se remettre en question, de dire peut-être que... Et d'où la place peut-être de l'importance de la femme, de ramener un peu plus d'humanité dans ce secteur économique où il y a beaucoup trop de compétition. Donc on peut peut-être coopérer plus, mieux vivre ensemble. On l'a entendu dans ce reportage, ramener un peu d'humanité dans ce secteur économique. Barbara Vlaminck, qu'il y a des secteurs essentiellement féminins ? Je ne suis pas experte de tous les secteurs, mais oui, on sait qu'il y a des secteurs qui sont naturellement plus féminins. Il se trouve que moi, je connais plus les secteurs masculins, puisque je viens plus de la construction, de l'industrie. Vous êtes vous-même gérante de 2 entreprises. Voilà, je suis gérante de 2 entreprises et qui sont vraiment tournées vers l'industrie, vers le maritime, donc des secteurs où on va croiser beaucoup d'hommes et peu de femmes. On entend donc il y a une augmentation de femmes chefs d'entreprise, mais elles restent encore minoritaires, parce qu'on disait 35% par rapport aux hommes. Comment vous expliquez ce phénomène ? Je pense que on est en belle évolution, mais il y a effectivement une évolution des mentalités qui doit se faire et qui se fait au fur et à mesure des générations. Mais on part de très loin, on part d'années où les femmes ne travaillaient pas du tout. Donc petit à petit, on avance et on avance parce que certaines femmes franchissent le pas, parce qu'on donne un peu des sortes de rôle modèles pour d'autres jeunes derrière qui disent bah oui, on peut, donc on y va. Et parce qu'il y a un mouvement quand même général de la société, et d'ailleurs grâce à certains hommes qui nous soutiennent vraiment et qui nous aident à nous dire mais allez-y les filles, il n'y a pas de raison qu'on y arrive moins bien qu'un homme et
voilà. Et vous, Stéphanie, est-ce que vous avez eu des craintes au moment de vous lancer? Au départ, oui, c'est de ne pas y arriver. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on se dit, on regarde autour de nous, on se dit qu'on n'est pas capable, hein, mais en fait, si, quand on a le soutien, pour moi qui suis mariée de mon mari Oui. et aussi des enfants, c'est très important, ça nous booste dans... Le soutien pour nous familial. lancer. Ouais, c'est ça, c'est très important le soutien familial quand on est porteur de projet et ensuite... Quand vous dites que vous n'êtes pas capable, c'était par rapport à quoi? C'est à cause des démarches administratives? Il y avait, ouais, c'était par rapport aussi, oui, il y avait ça, les démarches administratives et aussi, ça va être je vais me lancer dans quelque chose que je ne connais pas, je sais pas, dans l'inconnu carrément. En fait, c'est ça qui me, qui me faisait un peu peur de me lancer, de ne pas y arriver du côté administratif, mais aussi autre chose, quoi. Peut-être décevoir, je sais pas. Enfin, il y avait plein de trucs un peu confus dans la tête. Ouais. On peut parler peut-être de barrières mentales, enfin un manque d'estime de soi, voilà, pas confiance en soi pour se lancer. On peut parler de ça? Oui, je pense que c'est encore, on va dire, un phénomène de société et d'éducation qui nous amène en général à avoir peut-être en tant que femme un peu moins confiance en soi. Parce qu'il y a des années, on n'a pas vraiment la parole, pas le droit de rien, donc rester dans son coin, être bien sage, belle image, pas trop s'exprimer, ça n'aide pas à prendre confiance en soi. Et heureusement, au fil du temps, ces choses-là ont bien évolué. On est entouré justement par tous, je disais même des hommes, hein, qui nous aident aussi par rapport à ça et qui évoluent. Et du coup, maintenant, on voit bien que les jeunes, il n'y a plus du tout il y a moins cette problématique. Et à savoir que les doutes qu'on a en tant que futur chef d'entreprise femme, les hommes les ont aussi en chef d'entreprise homme. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne franchisse pas ces doutes et qu'on n'aille pas de l'avant. Est-ce que par rapport à l'association Femmes Chefs d'entreprise, il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour ces femmes qui doutent ou l'idée genre des thérapies, par exemple? Alors, on n'est pas en mode thérapie, mais quelque part, l'idée des réseaux féminins, et notamment de notre réseau des femmes chefs d'entreprise, qui est un réseau international d'ailleurs, hein, puisque en France, il y a plus de 2000 adhérentes à ce réseau, c'est vraiment l'entraide et le partage des expériences. Et justement, quand on se sent quand même seul à ce rôle-là, hein, quand on est chef d'entreprise, parce qu'au final, on prend... Même si on fait participer ses collaborateurs, etc., au final, on prend des décisions qui impactent beaucoup les autres et on est seul au final à la prendre. Et le partager au sein d'un réseau avec d'autres personnes qui partagent les mêmes difficultés, qui ont des fois les mêmes doutes, eh ben c'est quand même, ça nous aide, ça nous supporte et ça nous encourage. Donc je pense que c'est important à ce niveau-là. Et le réseau permet aussi de prendre des positions et des mandats dans la société pour pouvoir aider justement à ce que la société change et qu'on évite d'avoir des biais de genre dans certaines actions ou lois qui sont mises en place, etc. Et de bien s'assurer en fait que la femme sera toujours traitée à l'identique de l'homme et qu'elle ne sera pas défavorisée en tous les cas. Alors on peut se diriger vers des réseaux comme l'association des femmes chefs d'entreprise, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Qu'est-ce qui pourrait changer pour que, justement, augmenter ces chiffres, de passer de 35% à 50%, par exemple? Je pense que tout ce qui est déjà en place en termes de structure d'aide et tout ce qui est fait en termes de communication ne va faire qu'aller dans ce sens-là. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on continue dans cette dynamique, parce que je pense qu'on a la bonne dynamique, et c'est de vraiment garder cette idée. Je pense qu'on est assez bonne à ça, nous les femmes, peut-être parce qu'on a été en minorité, donc on s'est serré les coudes, et il faut qu'on continue dans cette dynamique, et je pense que c'est en s'entraidant qu'on arrivera à aller encore plus de l'avant et à être plus nombreuses dans ces actions. Vous avez été... alors, vous êtes lancé, vous avez dit que c'était pour allier justement votre vie de famille et votre vie professionnelle. On l'a vu dans le reportage, ça a quand même demandé beaucoup d'organisation et de la rigueur. Ça a beaucoup d'organisation et... Donc, c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile au début. Comme elle disait, on n'avait pas de... On pouvait pas se reposer et tout. Il fallait vraiment se donner à fond. Et... moi, je suis mon propre patron. Je pouvais avoir mes enfants près de moi. Je pouvais, pour le goûter, je pouvais leur donner leur goûter. Ils étaient près de moi, quoi. Je veux dire, voilà, c'est... J'ai pu faire ça. J'ai pu concilier. Ouais. On parlait tout à l'heure de communication. Est-ce que
la communication, ça a vraiment impacté votre décision? Est-ce que vous avez été soutenu, parce que tout à l'heure vous parliez de votre mari, mais justement par d'autres structures? La communication, oui, j'ai été beaucoup aidée. Ouais, il fallait vraiment des personnes autour de moi pour m'aider à me lancer. La communication, c'était pas trop mon truc. Et il fallait des gens autour de moi pour me pousser à le faire, oui, mais il y a eu des Donc vous avez bien été soutenu et c'est ce qui vous a permis aussi... c'est ça, j'ai bien été soutenue, il y avait des structures qui étaient là. Ouais. Donc quand on ne sait pas, il vaut mieux aller se renseigner c'est ça, pour avoir de l'aide. Alors, il y a une autre particularité quand même locale, c'est les porteuses de projets sur terre coutumière qui peuvent rencontrer des difficultés liées au foncier, notamment, je pense. Est-ce que vous avez eu, vous, des retours sur ces problèmes? Nous avons eu une adhérente, effectivement, qui évolue dans ce domaine-là et qui m'a mentionné qu'effectivement, la grosse difficulté, mais Stéphanie serait mieux placée que moi pour en parler, mais qui m'a dit que la grosse difficulté, c'était vraiment, effectivement, l'accession au foncier pour développer une activité économique, apparemment, est quand même très compliquée. En milieu coutumier, donc ça c'est un frein, un gros développement. Mais sinon, au-delà de ça, les savoir-faire, ils sont là, notamment les savoir-faire artisanaux, hein, avec des vraies compétences. Après, les autres savoirs qui vont être plus de la gestion d'entreprise, comme Stéphanie le disait, on se renseigne et puis il y a des structures qui nous aident à aller dans ce sens-là. Et après, je pense que la difficulté, c'est l'atteinte du marché aussi, parce que quand on est dans des zones qui sont éloignées, enfin je vois ça, nous on est à Nouméa, c'est difficile, on est déjà loin de tout, mais alors quand on est encore plus dans les îles ou au fin fond de la chaîne, la difficulté c'est l'accès au marché, parce que le marché il va être un peu plus peut-être sur Nouméa avec plus de population, etc. Donc peut-être qu'une assistance à ce niveau-là, ça aide aussi, suivant les métiers qu'on fait. Voilà, c'est un peu le retour que j'avais. Si Stéphanie veut dire d'autres choses. Parce que Stéphanie, votre laverie, elle n'est pas sur terre coutumière. Vous avez pas voulu aller sur terre coutumière? Non, pas du tout. On a réutilisé vraiment, c'est un terrain familial, hein. On a réutilisé le local qui était à un moment abandonné. On a tout réaménagé, on a refait dedans. Ouais. C'est pas une terre coutumière, ouais. D'accord, vraiment, le soutien familial a été très important pour votre projet. Merci Stéphanie Champenois de vous être déplacée de Boulou-Paris pour témoigner ce soir. Et merci Barbara Vlaminck d'avoir apporté toutes ces précisions. Merci. Alors nous n'allons pas nous quitter tout de suite avant d'accueillir Anne Lataste pour la chronique environnement. Je vous propose de partir à Koumak pour découvrir une recette traditionnelle à base de bananes. C'est avec Natacha Ogui. Oui, bonsoir Falaï. Alors pour cette toute première chronique, c'est à Koumak que je vous emmène. Nous allons à la rencontre de grand-mère Naomi et Liliane qui habitent juste là derrière moi à la tribu de Wanap. Et c'est le moirach, un plat traditionnel à base de bananes que l'on va découvrir et je ne vous en dis pas plus. Marat ke vania ko chumbai haiwo angu ke haiwo kuo ke karo akuita mbi chewe me mongi tne cho hiri ko mbuk ike ulo ike na hiri nduni mbuk me na mélanger na upe na unda na mélanger ke na chingi ongin na nandulennu cuma ona ko jotu marat ke yo nandulennu voilà ngeen ko jo nandule chon mena na yo lanke na chomuli na kala nyanya ina nyanya lambai hulak po yerila ongit kayo po iwan kayo po chumon. Et pourquoi tu l'appelles bateau? Pour na chuma wan chuma utambwa pirogue
Yo lia kambo wan. Na me I kau po chum. Chau po tambi. Ko hongi ni wan ko hongi. Ko ma hai wo la nya rapi. Ha hiri. Ke yo pendu chi ko tundu parela. Me yo chumin le. Ponok ndo ngabunia en. Ke kelana du ko. Angga aku kena coba tunak mana dulu. Iya, enak tu angin, tu nandu roben. Yo kolen du winu. Yo kolen du winu. Excellent. Le moirage, elle est excellent. Ça donne envie en tout cas. Vous connaissiez cette recette? Pour moi, oui. Je connaissais. Stéphanie, vous connaissez? Oui. Par rapport à mes grands-mères qui le faisaient, oui, je connaissais. Du côté de Boulou Paris? Du Nord. Ah, du Nord. Oui. Bon, ben, j'irai à Boulou Paris manger chez vous la prochaine fois, la même recette. C'est une recette, vous découvrirez d'autres recettes traditionnelles, peu voire pas connues, tous les mercredis, tous les premiers mercredis du mois, avec Natacha. Alors, de Koumak, nous allons nous diriger dans le Grand Sud pour votre chronique environnement avec Anne Lataste. Bonsoir Anne. Bonsoir Falaï. Alors tu es notre chroniqueuse environnement, thème que tu maîtrises car tu es responsable communication scientifique de l'œil, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Et pour cette première, nous allons parler des récifs. Tout à fait Falaï. Des récifs du Grand Sud plus précisément, parce qu'à Goro, à Lilloin et à l'île des Pins, les derniers suivis montraient des récifs majoritairement en bon état. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, à l'exception de un seul, celui de Bojo au nord de Lilloin, alors victime d'une pullulation d'acanthaster, vous savez les étoiles de mer mangeuses de corail. Ouais. Mais ces résultats datent d'il y a 3 ans. Or, vous le savez, les récifs sont véritablement des sentinelles des effets du changement climatique. Et cette année, justement, un début de blanchissement est signalé déjà à Lifou, à Thio, à Port-Bouquet et maintenant aussi à Touo. Donc il est très important de retourner le plus vite possible au chevet des récifs du Grand Sud. Et comment on arrive à ces résultats ? Alors, il faut s'imaginer qu'un récif corallien, c'est un peu comme une ville sous-marine, avec des habitats et des habitants. Les habitats, ça va être les coraux, les roches, les platiers et autres dalles coralliennes qui servent de maison, de refuge, mais aussi de restaurant pour les habitants du récif. Et les habitants, ils sont scindés en 2 grands groupes. Les poissons, d'une part, et de l'autre, les invertébrés, comme les oursins, les étoiles de mer, trocas et autres bénitiers. Donc, pour évaluer l'état d'un récif, les observateurs, scientifiques ou non, vont compter les types d'habitats, les poissons, les invertébrés, mais aussi noter éventuellement les perturbations et les bébés coraux. Et enfin, c'est le croisement de toutes ces informations qui donnera le résultat qui va de mauvais à bon sur une échelle à 4 niveaux. Il y a un gros travail. Alors, et qui le fait, ce travail, justement ? Alors, à l'échelle du pays, c'est le RORC, le réseau d'observation des récifs coralliens, qui compile chaque année les résultats de plus de 90 stations qui sont réalisées par une centaine de bénévoles. Et le RORC, dans le Grand Sud, s'appelle Acropora, du nom d'un genre de coraux qui pousse dans notre lagon. Et Acropora est porté depuis 10 ans par le CCCE, le Comité consultatif coutumier environnemental, l'œil, l'Observatoire de l'environnement, et les populations de Goro, de Lilloin et de l'île des Pins. Donc les habitants peuvent y participer, quoi. Alors les habitants, oui, mais tout le monde en fait. Juste une journée de formation suffit et chacun peut devenir un observateur simplement équipé, s'il est plongeur, de bouteilles ou alors de palmes, masques et tuba tout simplement. Et Acropora est réservé aux populations du Grand Sud. D'ailleurs, grâce au financement actuellement cette année de SOS Corail via la Fondation de la Mer et du CCCE, les inscriptions pour le RORC Grand Sud Acropora sont en cours, donc que ceux qui sont intéressés nous contactent. Et partout ailleurs dans le pays, c'est l'association Paladalic qu'il vous faut contacter pour s'impliquer. Et pour en savoir plus, vous pouvez aussi déjà aller regarder les vidéos des suivis Acropora et consulter l'ensemble des rapports scientifiques et des plaquettes de vulgarisation des résultats sur le site www.oeil.nc. Bon, ben, l'appel est lancé. Merci Anne pour ces précieuses informations. On se retrouve le mois prochain pour
Alors le mois prochain, c'est à la rivière. À la qu'on ira. rivière. D'accord. Tu nous emmèneras à la rivière. Bon, mais c'est la fin de cette émission. Merci encore à vous, mesdames, de vous être déplacées et puis d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.